de l'évolution de tous les différents projets mis en place par le gouvernement congolais pour désengorger la ville de Goma et aussi pour anticiper sur le prochain événement sismique. Document à la main, le patron de l'urbanisme a expliqué à cet homme de Dieu tous les grands points contenus dans ces nouveaux projets urbanistiques de Goma qui ne prévoient pas le déplacement de la ville de Goma, mais la délocalisation de certains quartiers détruits par le volcan vers Saké au nord-est de la ville. Il m'a parlé de tout ce que le gouvernement, l'État congolais a comme projet pour la ville de Goma, pour l'urbanisme dans la ville de Goma. Et je pars d'ici avec l'espoir que ce projet dans lequel nous sommes engagés pour l'engagement citoyen et pour l'aménagement de l'urbanisme de la ville, ce projet-là, il est bien pris en compte par le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'est avec un sentiment d'espoir que Monseigneur Willy Ngumbi s'est séparé du ministre d'État, puis Mouabilou, de voir dans le tout prochain jour le début de la matérialisation de ces différents grands projets. Un atelier sur la problématique de l'emploi des migrants dans la sous-région de la SADC a été organisé par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'était le mercredi 13 juillet dernier au Fleuve Congo Hôtel. Le point avec Rodé Panda. Dialogue national tripartite sur la migration de main-d'œuvre en RDC, c'est le sujet principal exploité au cours de l'atelier de 3 jours qui s'est clôturé le mercredi 13 juillet 2022 à Kempinski Hôtel à Kinshasa. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a patronné ces assises avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT en partenariat avec l'OIM, Organisation internationale des migrations. La question concerne le migrant, le déplacé et le réfugié. Parmi les sujets prioritaires abordés, il y a entre autres la politique des stratégies sensibles au genre et le recrutement équitable des migrants. Objectif poursuivi, améliorer la gouvernance des migrations dans l'espace de pays membres de la SADC dans son projet SAM, qui consiste à appuyer les États membres dans la gouvernance des migrations de main-d'œuvre. Nous nous sommes réunis ici en tripartite, c'est-à-dire les institutions gouvernementales, les représentants des employeurs et des travailleurs, pour que nous puissions discuter sur les priorités que nous avons arrêtées, qui nécessitent l'accompagnement du projet SAM, en vue notamment de mettre en place ces documents, d'élaborer ces documents de politique de migration et résoudre d'autres thématiques liées à cette problématique. Nous avons traité des questions, par exemple, comme la portabilité, l'importance de la portabilité de la protection sociale, les bénéfices de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur qualification générale. Quelques recommandations ont été formulées avec le concours participatif des représentants des travailleurs, employeurs et autres partenaires. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante, c'est hier jeudi 14 juillet que le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Nseya, a clôturé la télé d'élaboration du plan national d'information et de la communication de la CENI. 3 jours ont suffi aux participants de produire un document qui orientera à la communication institutionnelle opérationnelle, un document ayant toutes les grandes composantes d'un outil complet qui définit la ligne à suivre pour mieux communiquer. C'était en présence de Mme Joséphine Daoula et Gérard Bissambou, 2 membres de la plénière qui ont également participé à ces travaux. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. La mobilisation de la population sur les enjeux électoraux, question au centre d'un atelier d'échange sur le processus électoral, travaux organisés par la Commission Justice, Paix et Sauvegarde, une structure de l'Église du Christ au Congo. Serge Merlemata pour le reportage. Les participants issus des organisations de la société civile prennent part à cette rencontre dont l'initiative est l'Église du Christ au Congo à travers sa commission Justice, Paix et Sauvegarde, la création. En ouverture de cette journée, plusieurs intervenants ont pris la parole. Passionné de la question, l'honorable Délice Sanga s'est longuement apaisanti sur les grands axes de la nouvelle loi électorale en République démocratique du Congo et les différents piliers de la gouvernance électorale pour des élections justes, transparentes et apaisées. Le professeur Bob Kabamba a fait une analyse critique de la nouvelle loi électorale, article par article. Un accent a été également mis sur la rationalisation du processus électoral et la représentativité de la femme au cycle électoral.
Bishop Abraham Djamba, président de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, lui a parlé des exigences de la gouvernance électorale en République démocratique du Congo. Cet atelier de 2 jours vise, selon le révérend Eric Ntsenga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, à mobiliser la population autour des enjeux politiques de l'heure et les questions électorales actuelles. Il nous revient en toute responsabilité d'analyser cette loi, de dégager les innovations, les forces et les faiblesses. L'atelier voudrait nous offrir ces cadres de réflexion pour que la machine d'observation de l'ECC qui est déjà en marche puisse mobiliser davantage la population sur l'appropriation de ces processus électoraux, mais aussi la responsabilité citoyenne du peuple quant à la crédibilisation de ces processus électoraux. À l'issue de ces colloques, plusieurs recommandations seront formulées. Comme annoncé au sommaire, l'avenue Kasukumbu, qui a connu la détérioration depuis les années 1990, vient d'être inaugurée par le gouvernement du Congo central et ce après les travaux de sa réhabilitation entamés en 2001. Témoin de l'événement, Pierre Mbouissaïdi. Ambiance inhabituelle mais hautement infrastructurelle, festive et historique, séjour dans la ville portuaire de Matadi, où le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, accompagné du maire de la ville de Matadi, Maître Patin Zuziwama Kengedi, ont procédé à l'inauguration officielle de l'avenue Kasukumbu, qui a subi pendant 8 mois sa cure de jouvence grâce à d'intenses travaux de modernisation. De sa chaussée longue de 1200 mètres sur une largeur de 6 mètres et la réhabilitation de toutes ses infrastructures connexes, dont les caniveaux de 2 côtés, les marquages au sol horizontal et vertical, sans oublier son électrification avec des lampadaires. Rehausser de la présence remarquée de toutes les forces vives sociales provinciales. Cette sobre et symbolique cérémonie de la réouverture de cette route d'une grande importance économique pour le Matadiens était une belle opportunité pour les autorités politico-administratives de cette partie du pays d'exalter les vertus positives du patriotisme congolais tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma présence ici est le début du lancement de beaucoup d'œuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Le chef de l'État comme slogan, le peuple d'abord. Et lorsque vous prenez ce slogan du chef de l'État, vous le décortiquez, vous trouverez que l'homme est au centre de tout. Le chef a dit, allez moissonner et mettez les graines sur la terre. C'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État prône la reconstruction de notre pays. Il convient de noter que l'avenue Kasukumbu, qui fut construite en 1953 par le Belge, a connu une détérioration exponentielle vers les années 90 jusqu'à devenir impraticable au début des années 2000, avant de connaître le démarrage des travaux de sa réhabilitation en 2021. La réouverture de cette route Kasukumbu au profit des usagers routiers va désengorger la ville portuaire de Matadi au Congo central. Pendant ce temps, au Lualaba, la police nationale a bénéficié des jeeps pimpants neufs pour la prise en charge de la population et leurs biens. C'est sur instruction du gouverneur Aïe Fifi Masuka que ces jeeps ont été remises à la PNC. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. 9 destinées à la police nationale congolaise ont été remises par le bourgmestre de la commune de Fungurume à la gouverneure Aïe du Lualaba. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. J'ai mis la pression sur le bourgmestre, voilà chose faite en peu de temps. Vous avez acheté des véhicules 0 km. Que ces véhicules changent le quotidien sécuritaire de notre population. Nous savons que la commune de Fungurume, c'est une commune qui vous demande beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, vos efforts sont récompensés parce que vous n'aurez plus à chercher comment aller voir là où il y a des problèmes. Vous avez des véhicules. Pour le reste, nous continuerons à échanger pour qu'on vous ajoute ce qui sera encore nécessaire. Pour le numéro 1 de la commune de Fungurume, ce charroi automobile qui complète un autre déjà disponible est une façon pour lui de combattre le problème d'insécurité dans sa juridiction et compte appuyer davantage tous les autres services de sécurité. Pour le moment, il y a 4 véhicules de la police qui sont Fungurume. Plus les 3 ici, ça va faire un effectif de 7. Le commandant PNC Fungurume a, au nom de sa hiérarchie, remercié les autorités et promet de redoubler d'efforts dans la sécurisation de la population de cette commune et de ses biens. Au nom du commissaire provincial que nous représentons ici, nous tenons à remercier sincèrement l'autorité du gouvernement provincial, le bourgmestre.
Ces jeeps de marque indienne, Mahindra, sont les fruits de la bonne gestion de la redevance minière dans la commune de Fungourmé sous l'impulsion de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Après plusieurs semaines de travail de terrain et de consultation des documents, l'Institut géographique du Congo publie le rapport contenant les conclusions au sujet de la limite entre les provinces du Haut-Uélé et de la Tchopo. Ce rapport de mission vise à traiter ce différend qui caractérise les relations entre ces deux entités situées au nord-est de la RDC. Un total de 180,41 km de limite, l'Institut géographique du Congo conclut que les tronçons rivières Ituri et Ungayou étalés sur 31,83 km identifiables par la confluence des rivières Ewu et Ituri, tandis que les 82,03 km séparant les Haut-Uélé et la Tchopo sur les tronçons Ambouchir-Ngayou, source de la rivière Enva, est symbolisé par la rivière Gayou jusqu'à sa confluence avec la rivière Inva à sa source occidentale. L'axe droit reliant les sources Inva et Konga, long de 15,22 km, est la limite entre les deux entités. La même rivière Ekonga jusqu'à son embouchure avec la rivière Nepoko constitue la limite entre le Haut-Uélé et la Tchopo, en structurant son travail autour de la loi organique numéro 15/006 du 25 mars 2015 portant fixation de limites de province et celle de la ville de Kinshasa. Ces experts qui ont passé au peigne fin les différentes données théoriques et pratiques tenaient à dissiper tout malentendu qui pourrait déranger la paix sociale entre les communautés, particulièrement engagées dans un irréversible processus de son développement. La province du Haut-Uélé, ici en vert, a donc contribué à la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi visant à désenclaver complètement la RDC en vue de booster son développement. Ce rapport est en soi un guide pratique pour toutes les parties afin de tourner définitivement la page et laisser la flamme du développement en cours dans la sous-région pour l'intérêt général, poursuivre son bon nombre de chemins. Une matinée de plaidoyer devant les Chevaliers de la Plume organisée par le réseau national des ONG pour le développement de la femme. C'était pour tirer la sonnette d'alarme sur les graves violations des droits humains. Diane Balaka, Constance Malanda nous en parle. Il y a nécessité des réformes ou révisitations des lois portant protection de personnes vulnérables en RDC. Question de lutte contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les populations clés dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida, mais aussi celle des violences sexuelles et basées sur le genre. Pour le développement de la femme RENADEF a organisé avec l'appui des Cordaid une matinée de plaidoyer devant la presse afin de tirer la sonnette d'alarme sur les graves violences des droits humains. Les explications ont dans un jeu de questions-réponses par les panélistes parajuristes et juristes responsables de cliniques juridiques sous la supervision de la coordinatrice nationale de RENADEF, Marine Mbozaïna. Chers participants parajuristes qui sont là pour interagir par rapport à la conférence de presse tout à l'heure pour essayer d'examiner les lois qui protègent les vulnérables et les personnes vivant avec le VIH, l'état d'avancement et comment faire les plaidoyers ensemble avec la presse, qui ont été formés et qui accompagnent la communauté dans certaines thématiques de sensibilisation, surtout par rapport aux violations des droits humains. Bien avant cette thématique, a aussi fait l'objet d'un atelier de renforcement de capacité des pères éducateurs sur l'offre de services VIH-Sida ouvert par le directeur du programme national de lutte contre le sida, Dr Aimé Mboyo, dans le cadre du lancement du projet PEPFAR Community-Led Monitoring CLM. Appuyé par le VIH PEPFAR, ces projets consistent à informer les experts et les parties prenantes sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du projet de suivi communautaire CLM dans 6 zones de santé couvertes par RENADEF afin d'améliorer les services orientés vers les bénéficiaires et éliminer toutes les inégalités. Dans la rubrique santé, la vice-ministre Véronique Kilumba a procédé à l'inauguration du bureau régional AFNET, un bureau qui regroupe 30 pays africains de la RDC en vue de renforcer la surveillance des maladies essentielles, nous dit Malumbela dans ce reportage.
C'est ici, au deuxième niveau, bureau 206 de l'immeuble Infinity Center sur l'avenue de la Libération dans la commune de la Gombe, que se situe le bureau régional de African Field Epidemiology Network, AFNET, un réseau qui regroupe près de 30 pays africains dont la République démocratique du Congo devenue membre depuis 2016. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui a présidé la cérémonie inaugurale de ce bureau régional, a relevé le soutien aussi bien l'implication de la FNET dans la formation du personnel de la santé publique en épidémiologie de terrain pour renforcer la surveillance des maladies essentielles afin de répondre aux exigences de la stratégie. Occasion pour les coordonnateurs de l'AFNET, ensemble avec les autres membres du comité de gestion de ces réseaux africains, de formuler un plaidoyer au gouvernement congolais. C'est un plaidoyer à l'endroit des autorités nationales pour mettre à la disposition d'AFNET un terrain qui pourra abriter justement ce grand bureau pour la région d'Afrique centrale à la dimension de ce pays. Et la vice-ministre qui a inauguré le bureau a promis de faire ce plaidoyer au niveau du gouvernement et pouvoir donner une réponse positive dans les prochains jours pour que ce rêve puisse commencer et devenir une réalité. Après la coupure du ruban symbolique, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les animateurs de la FNET et les secrétaires généraux des ministères de l'Environnement, du Pêche et Élevage et à la Santé publique ont visité les différents bureaux, la salle des réunions et autres locaux. Offrir les soins de qualité à la population, c'est le souhait du chef de l'État. Et bien donc les femmes démunies de la maternité Bassoko Bandundouville, nous sommes de la province du Kwilu, ont reçu une facture honorée par le coordonnateur provincial de la Fondation Fati Santé, Alain Bikaï. Le projet Fati Santé qui soutient les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'offrir les soins de qualité à la population à moindre coût produit déjà des effets dans la province du Kwilu. Les samedis 9 juillet, les femmes retenues pour l'insolvabilité à la maternité de l'hôpital Bassoko à Bandundouville ont vu leur facture honorée par le coordonnateur provincial de cette structure, Cédric Fumumapanda, qui accompagnait d'autres membres de son comité. Un geste généreux qui a poussé les bénéficiaires à remercier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population la couverture de santé universelle et son conseiller Joël Mundadi, initiateur de ce projet. Nous sommes heureux pour cette action que vient de poser les coordonnateurs de Fati Santé à notre faveur. Merci au chef de l'État, Fachi Béton. C'est une grande première dans la ville de Bandundu qui assiste à ce genre d'initiative. Souvent, les mamans restent bloquées dans les hôpitaux pendant 2 semaines, voire des mois. Nous voulons que ces projets se pérennisent dans notre province. Sous la direction de leur coordonnateur Cédric Mapanda, les comités de Fati Santé étaient dans les rues pour sensibiliser la population de cette ville sur les objectifs de cette structure. Des objectifs qui consistent entre autres à rendre la maternité gratuite et à faire le suivi de la couverture de santé universelle dans cette province. Et pour terminer, vulgariser les principes des valeurs à suivre pour la bonne marche du DPSI allié, c'est le sens qu'il faut donner à cette matinée de réflexion.